One Shot, Long Life. Une production réalisée par Global Health Advocacy Incubator et d'un groupe d'organisations de la société civile, axé sur le plaidoyer pour le financement durable de la vaccination en Afrique et en Asie. Bonjour et bienvenue à tous dans ce premier épisode de notre série de podcasts One Shot, Long Life, où nous ensemble explorerons comment des pays d'Afrique et d'Asie travaillent à assurer un financement durable de la vaccination. Donc aujourd'hui, nous mettons le cap sur Madagascar, où une approche inédite de financement local de la vaccination est mise en œuvre. Donc imaginez 94 femmes mères se mobilisant pour garantir que chaque enfant ait accès aux vaccins essentiels dans un contexte où seulement 0,4% du budget de la vaccination provient des ressources internes et où 85% de la population vit avec moins de $2 par jour. Ensemble, on va commencer d'abord par explorer le contexte malgache. Donc, à savoir quelles sont les barrières financières qui freinent la couverture vaccinale à Madagascar, comment les femmes leaders, avec leur action, changent la donne et surtout, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de ce pays? Nous comprenons l'importance cruciale de la vaccination pour protéger la santé de nos enfants. La vaccination est bien plus qu'une simple mesure de prévention. C'est l'un des moyens les plus efficaces de se protéger contre les maladies contagieuses et d'éviter leurs complications. Chaque personne vaccinée représente un bouclier contre la propagation des maladies, contribuant ainsi à la santé et à la sécurité de notre communauté. L'année 2024 marque un tournant décisif dans notre engagement en faveur de la vaccination. Nous reconnaissons que la vaccination est un acte de solidarité envers les plus vulnérables, notamment les enfants, les femmes enceintes et les personnes dont la santé est fragile. En renforçant notre adhésion au calendrier vaccinal recommandé, nous protégeons non seulement nos propres enfants, mais également toute la communauté. Il est crucial de souligner que certaines maladies infantiles graves ont été éradiquées ou sont devenues rares grâce à la vaccination. Cependant, toute diminution de la couverture vaccinale risque de faire réapparaître ces maladies et de mettre en danger la santé de nos enfants et de notre population dans son ensemble. Actuellement, la couverture vaccinale à Madagascar est à 86%. Ce taux a connu une hausse considérable ces dernières années. Toutefois, des efforts restent encore à faire et nous sommes conscients des risques que cela représente encore pour nos enfants. One Shot, Long Life. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Dr Eli Ramanongisoa, coordinateur national du programme de vaccination de GHIV à Madagascar, et Willy Beninandiana, secrétaire exécutif de la plateforme INA. Merci, monsieur, d'être avec nous aujourd'hui. Donc, ma première question va aller à l'endroit du docteur Eli. Donc, cette question-là, c'est un peu pour poser le décor. Docteur Eli, le secteur de la santé à Madagascar ne reçoit que 10% du budget national. Donc, c'est un chiffre bien en dessous des engagements internationaux. Avec une telle contrainte, quel est l'impact sur les programmes de vaccination? Quel est l'impact de cette réalité de sous-financement domestique sur les programmes de vaccination à Madagascar? D'abord, merci beaucoup pour la question. Effectivement, le financement de la santé à Madagascar pose énormément de problèmes, étant donné son extrêmement faible niveau. Effectivement, la contribution, le budget de l'État ne représente que 8% de toutes les dépenses du budget général de l'État chaque année. Et on est donc très loin des engagements qui ont été faits par les chefs d'État et de gouvernement à Abuja et qui donnaient la barre à 15%. Mais il n'y a pas que cela. Le plus important dans tout ça, c'est que le niveau même de financement, le total de financement de la santé, en tenant compte de la contribution des ménages, mais aussi de la contribution des partenaires, est extrêmement faible, parmi les plus faibles au monde. Selon les derniers comptes nationaux de la santé, ce niveau n'est que de $21 par individu par année. C'est parmi les plus bas au monde. L'autre problème aussi concernant le financement de la santé, c'est que 70 à 75% des financements de la santé
dépend de la contribution extérieure. Donc, vous verrez que à partir du moment où il y a des prises de décision, comme ça se passe ces derniers temps dans le monde entier, et c'est tout le système qui risque de s'effondrer. Donc, l'impact au niveau des programmes de santé en général est extrêmement important parce que il y a une insuffisance, mais criarde de financement de la santé. Mais particulièrement pour la vaccination où la plus grosse part de financement provient de l'extérieur. Donc, il y a un problème de souveraineté, en plus de problèmes de faible niveau de financement. Donc, vous voyez, les conséquences sont claires. Il y a des ruptures de stock fréquentes en matière de vaccins. Il y a insuffisance également dans la manière de mener des programmes de vaccination, le maintien de la chaîne de froid dans les règles normales, mais aussi dans l'approvisionnement de toutes les formations sanitaires en vaccins et en autres matériels de vaccination. Ce qui a comme conséquence directe d'abord l'existence, l'émergence d'épidémies de temps en temps, particulièrement meurtrières quand il s'agit de rougeole, mais les ruptures de stock de vaccins semblent être monnaie courante à partir du moment où les vaccins traditionnels qui sont à la charge totale de l'État sont en rupture de stock pendant des périodes quelquefois assez longues. Donc, l'impact est lourd de conséquences au niveau des enfants, au niveau de la population. Donc, voilà pour répondre à votre question sur l'impact de ce faible niveau de financement sur les programmes de vaccination. Merci. One shot, long life. Merci, Dr Eli, pour votre réponse. En résumé, on retient que le sous-financement de la vaccination, à Madagascar, il y a beaucoup de facteurs. Heureusement, la société civile malgache, à travers l'initiative de la plateforme INA, prend des initiatives sur le terrain pour améliorer la situation. Donc, je vais maintenant me tourner vers Willy. Willy, est-ce que tu peux nous parler de cette mobilisation extraordinaire de 94 femmes mères qui prennent en main le financement de la vaccination? Donc, comment cette initiative a-t-elle vu le jour? Quels sont les objectifs et comment ça se passe dans la mise en œuvre? Merci. Merci Audrey, bonjour à tous. L'initiative de mobilisation des 94 femmes mères élues au niveau des collectivités, déjà c'est un grand défi puisque actuellement on a 1695 communes, dont 94 communes sont sous le lead des femmes qui sont élues maires. Les femmes sont plus sensibles en matière de santé, les femmes sont plus sensibles en matière de développement local. Donc déjà dans cette initiative-là, la plateforme Achina a opté sur la mobilisation de ces femmes élues maires pour renforcer les actions de mobilisation en termes d'augmentation du budget alloué à la vaccination. L'initiative, c'est vraiment de rendre des influences à travers d'autres communes, d'autres collectivités, mais aussi de faire une action témoin à travers ces femmes mères pour pouvoir dire qu'il est possible de mobiliser le budget communal pour renforcer les actions de la vaccination et soins de santé primaire. Donc, dans ce sens, l'initiative que la plateforme Achina a menée au niveau national s'aligne aux politiques générales de l'État, s'aligne aux politiques de la santé communautaire, mais aussi ça permet de rendre effectif les actions sur la couverture santé universelle à travers la mobilisation des femmes mères qui sont témoins de la possibilité de mobiliser des budgets au niveau des communes pour être sensibles à la santé, sensibles à la vaccination. Reconnaissant l'importance des soins de santé primaire, en général la vaccination, en particulier dans le processus du développement du pays. Nous nous engageons solennellement à multiplier davantage nos efforts en vue d'augmenter les ressources financières destinées aux soins de santé primaire en général et la vaccination en particulier à partir du budget communal. Sollicitons l'appui et le soutien moral des ministères chargés de la décentralisation, de l'Intérieur et des Finances pour l'augmentation de nos ressources afin que nous puissions réaliser avec efficacité toutes les actions
de développement pour lequel nos populations nous ont élus. Réaffirmons notre volonté et notre engagement pour continuer les efforts de développement que nous avons déjà initiés. One shot, long life. Et on voit ici un exemple concret de leadership local au niveau décentralisé. Mais une question demeure. Avec un taux d'exécution budgétaire de seulement 50%, on remarque une inefficience budgétaire, surtout concernant la vaccination. Donc, ma question s'adresse au Dr Elie. Selon vous, quels sont les principaux freins à une meilleure utilisation des ressources déjà disponibles? Merci. OK, merci beaucoup pour la question. Effectivement, il y a non seulement des problèmes au niveau du niveau de financement, mais le peu qu'on utilise aussi, on ne l'utilise pas de manière efficiente. Et c'est ce qui aussi entraîne une certaine réticence des bailleurs de fonds à financer, puisque le peu qu'on utilise n'est même pas utilisé de manière efficiente. Parmi les principaux problèmes concernant cette inefficience, il y a d'abord, premièrement, le manque de supervision, ce qui fait que les gens sont laissés à eux-mêmes et la plupart du temps, les gens ils utilisent mal les ressources et ce qui n'est pas la plupart du temps validé au niveau de la liquidation. Donc ça, c'est le problème numéro 1. Le problème numéro 2 concernant ce faible niveau d'efficience est lié aussi à l'absence d'alignement. Comme je dis tout à l'heure, 70 à 75% du financement provient des partenaires extérieurs qui ont leurs propres modalités d'utilisation, qui ne sont pas bien expliquées aussi, pas au niveau de tout le monde, mais qui ne sont pas bien expliquées à l'échelle nationale. Donc, la plupart du temps, c'est aussi une des raisons pour lesquelles l'utilisation n'est pas validée par les bailleurs de fonds. Et troisièmement, il y a aussi des aspects de malversation ou d'utilisation à mauvais escient des ressources qu'on utilise à tous les niveaux. Donc, voilà à peu près ce qui crée ce problème. Et le taux de 50% que vous venez de citer est extrêmement, d'abord pour un financement qui est déjà faible, on n'utilise que la moitié. Vous voyez que ça devient encore extrêmement plus faible et les problèmes se répètent à chaque fois. Donc, voilà, je pense que j'ai répondu avec votre question. D'accord. Merci beaucoup, Dr Elie, pour ces éclaircissements. Donc, on retient qu'au-delà de l'insuffisance des financements, que ce soit au niveau local et au niveau extérieur, il y a aussi un problème de gestion et d'efficience budgétaire. Pourtant, malgré ces obstacles, les communes trouvent le moyen pour soutenir la vaccination. Willy, je reviens vers toi avec cette question. S'il te plaît, est-ce que tu peux nous dire, avec 74,5 milliards de transferts annuels pour 1695 communes, comment ces collectivités parviennent-elles à financer le programme de vaccination? Oui, effectivement, si on se réfère au budget alloué au programme de vaccination, on peut dire que c'est un peu minime le budget alloué pour 1695 communes. Mais à travers c'est justement l'initiative que Chine a apportée à travers le projet de GHAI, c'est juste comment appuyer ces collectivités-là à aligner leur politique de développement local aux politiques nationales et stratégies nationales concentrées sur les questions de santé de la population en termes de vaccination et soins de santé primaire. Donc, en général, une commune, en une année, gère environ 40 millions d'ariari, soit environ $8,000 pour gérer les actions au niveau de la commune. Mais dans ce budget, il y a ce qu'on appelle le programme P3, ce qui est dédié à la subvention sur tout ce qui est question de santé. Donc, avec le ministère de l'Aménagement des Territoires, la plateforme Achina a réalisé un renforcement de capacité de ces 94 femmes mères qui, comme je disais, seront des témoins sur la possibilité d'aménager un budget alloué à la vaccination et aux soins de santé primaire. Donc, ce programme P3, on les a appuyés au comment elles pourraient mobiliser
le budget selon les législations en vigueur pour être sensible aux questions de la santé et de la vaccination. Donc, dans ce sens, il y a déjà une contribution des collectivités pour soutenir le programme de la vaccination, le financement des soins de santé primaire au niveau de la collectivité elle-même. Et on espère bien que ça va dans le sens que d'autres collectivités gérées sous le lead des hommes vont prendre relais et vont répondre à cette question, comment on pourrait augmenter la contribution des collectivités sur la vaccination et soins de santé primaire. Le budget paraît assez petit, mais je pense que c'est déjà un grand pas dans la politique nationale pour la gestion des budgets au niveau des collectivités. One Shot, Long Life. Merci beaucoup, Willy, parce que nous sommes heureux d'entendre que malgré les moyens limités, certaines communes trouvent des solutions. Vraiment, ça fait plaisir d'entendre ça. Mais à long terme, il faut des mécanismes de financement plus structurés. C'est bien ce qui est fait, mais il faut structurer des choses pour que le financement de la vaccination soit durable, même après la transition de Gavi. Donc, cette fois-ci, je reviens vers Dr. Eli pour savoir, selon vous, quelles sont les stratégies les plus prometteuses pour augmenter la part des ressources internes dans le budget de la vaccination? Merci beaucoup, Audrey. Willy a parlé tout à l'heure du renforcement de capacité des responsables des communes afin de pouvoir, d'abord, collecter des recettes. Deuxièmement, faire une bonne allocation de ces recettes. Troisièmement, attribuer un montant suffisamment important et donner une des priorités à la santé, notamment aux soins de santé primaire et particulièrement à la vaccination. Donc voilà l'axe de travail qui a déjà été entamé par la plateforme INA, bien expliqué par Willy tout à l'heure. Maintenant, effectivement, l'essentiel maintenant, c'est de trouver au niveau des communes, au niveau décentralisé, des ressources qui devraient permettre aux communes de travailler, d'allouer des montants suffisamment intéressants aux soins de santé primaire et particulièrement à la vaccination. Donc là, on doit se référer à la politique nationale de décentralisation émergente. Il y a ce document qui a été validé tout récemment, je crois qu'il y a 1 an ou 2, qui consiste à donner aux communes la latitude de pouvoir lever des fonds au niveau local afin de pouvoir assurer le développement au niveau local. Donc il y a plusieurs dans ce document qui est intitulé Programme national de décentralisation émergente, il y a la liste de toutes les taxes pour lesquelles les communes sont autorisées à lever à leur niveau. Donc, parmi ces taxes-là, il y a des petites taxes qui existent déjà depuis assez longtemps, mais qui ne sont pas du tout, où les communes ne sont pas intéressées même à les lever pour différentes raisons. D'abord, parce que les autorités des communes n'ont pas reçu les formations adéquates pour pouvoir le faire, ou bien c'est tout simplement par peur. Et ça, c'est un élément extrêmement important. On a pu aussi identifier l'année passée, lorsqu'on a réuni les 94 maires pour leur parler de leurs devoirs en matière de financement de la santé. Il y a une certaine réticence aux communes de lever les taxes et les impôts au niveau local. Pourquoi? Parce que les maires ont peur de ne pas pouvoir être réélus si ces maires-là prélèvent trop d'impôts. Donc, il y a des efforts à faire aussi pour sensibiliser les maires sur comment maintenant porter le message au niveau de la population pour leur bien expliquer que sans ressources, les communes n'ont aucune possibilité d'apporter le développement au niveau local, au lieu d'attendre toute l'année à des transferts venant du pouvoir public, qui la plupart du temps se fait, mais à un niveau extrêmement bas, alors qu'il y a au niveau de la commune, au niveau local, des possibilités de pouvoir chercher cet argent-là à travers les taxes et les impôts. Et notamment, il y a des pistes qui ont été identifiées. Par exemple, Madagascar est un pays à vocation touristique, donc il y a des taxes hôtelières, il y a des taxes restaurants. Et ça, ce ne sont pas des taxes qui impactent sur la population locale. C'est des taxes qui impactent sur les gens qui viennent visiter et qui ne font que passer. Donc, ça, c'est des astuces
qu'il va falloir maintenant apporter au niveau local pour aider les gens, les maires et puis les agents administratifs communaux à pouvoir lever les taxes. Mais il y a surtout aussi des taxes sur les produits nocifs. Il faut savoir expliquer aux populations aussi que plus la consommation de ces produits nocifs est importante, plus il y aura des conséquences aussi sur la santé. Et un des moyens de lutter, c'est de taxer et taxer davantage aussi l'usage de ces produits nocifs. Parmi ces produits nocifs, il y a le tabac, il y a l'alcool, il y a aussi les produits sucrés, il y a les produits qui sont particulièrement salés. Ça aussi, c'est des financements qu'on peut appeler innovants. Il y a des taxes aussi sur l'environnement, les taxes sur les pollueurs. Il y a des gros pollueurs qui travaillent partout, en milieu rural particulièrement. Il y a les voitures qui émettent énormément de fumée. Il faut les taxer. Donc, ça n'a aucun impact sur la réaction éventuelle des populations, mais au contraire, ça donne un impact positif sur l'état de santé, mais en même temps aussi, en pénalisant les gens qui ne respectent pas les réglementations en vigueur, il y aura aussi une collecte d'argent suffisamment importante pour que l'on puisse maintenant orienter le financement vers des domaines prioritaires tels que la santé, tels qu'aussi l'éducation et aussi la protection sociale de la population. Voilà à peu près toute une série d'actions qu'il va falloir apporter au niveau des communes à travers les 94 communes gérées par les maires femmes, puisque les femmes sont considérées, à bonne raison, comme beaucoup plus sensibles aux questions sociales et aux questions concernant la santé des enfants particulièrement. Donc, on a voulu commencer d'abord petit. Sur les 1500 et plus même de communes, on a essayé de cibler celles qui sont dirigées par des femmes et puis, ultérieurement, essayer d'élargir l'envergure progressivement pour couvrir toutes les communes du pays et pour finalement établir au niveau national un principe de financement au niveau local de la santé. Merci. One shot, long life. Merci beaucoup, docteur Eli. Willy, aussi, s'il te plaît, je voudrais savoir, du point de vue communautaire, en plus du travail formidable que vous abattez avec ces 94 femmes, pouvez-vous recommander des mécanismes qui pourraient aussi être efficaces? Est-ce que vous avez des recommandations au niveau communautaire? En plus de ce qui est déjà fait, ce qui a été déjà dit avec le docteur Eli, est-ce que vous avez d'autres recommandations à faire? Oui, effectivement, Audrey. Je vais juste ajouter ce que Dr Eli a dit par rapport à la politique nationale de la décentralisation émergente. C'est inscrit qu'il y a 24 impôts au niveau des collectivités. Donc, déjà, l'initiative que nous avons apportée à travers la collaboration avec GHI, c'est vraiment comment on va arriver à ce que ces collectivités puissent bénéficier de ces 24 impôts pour qu'ils puissent vraiment mobiliser les communautés à participer, à contribuer au paiement des impôts et des taxes pour le développement local. Donc, à part ce qui a été dit par Dr Eli, la plateforme Mahina, là, actuellement, s'oriente plus sur la sensibilisation et conscientisation de la communauté à apprendre à payer les impôts et à prendre conscience que ces impôts-là, c'est pour le développement de la commune elle-même. C'est pas de l'argent qui va aller au niveau national, mais c'est pour le développement local. Donc, dans ce sens, nous, on intervient sur comment influencer ces communautés, comment influencer les décideurs pour que ces impôts aussi s'orientent vers le financement de la vaccination. Et au niveau communautaire, on voit déjà les groupes d'épargne communautaire qui sont vraiment une tendance actuelle à Madagascar. Donc, dans ce sens-là, les membres de la plateforme Mahina, dans les actions de sensibilisation et mobilisation d'opinion, s'orientent sur la mobilisation de ces groupes d'épargne communautaire pour au moins être sensibles en une partie aux questions de la santé. Donc, dans les groupes d'épargne communautaire, on pourrait bien mobiliser des ressources pour soutenir les actions menées
en faveur de la vaccination, en faveur de soins de santé primaire au niveau local. One shot, long life. Merci beaucoup, Willy. Donc, en résumé, on retient que l'enjeu clé ici, c'est de diversifier les sources avec des financements innovants qui ne pèsent surtout pas sur la population. C'est très important. Donc, à savoir des taxes et impôts communaux sur le tourisme, les produits nocifs, l'environnement. Et il faut savoir que ça passe forcément par la sensibilisation et l'information auprès des communautés pour progressivement s'affranchir des financements extérieurs. Merci beaucoup. On va dire ma dernière question. On s'adresse à vous deux, Dr. Willy. L'initiative des 94 femmes mères est une source d'inspiration. C'est vraiment bravo, c'est innovant. Et je voudrais savoir, aujourd'hui, on a 94 femmes mères. Mais comment envisagez-vous son expansion à d'autres communes? Donc, j'imagine que vous avez un projet d'expansion pour toucher tout le territoire. Et quel impact cela pourrait-il avoir sur le financement national de la vaccination? Je pose cette question parce que c'est important aussi pour nous, les auditeurs et d'autres pays d'Afrique, de savoir et de s'inspirer de cette approche innovante que vous avez avec les familles. Merci. Merci Audrey. La question est intéressante parce que effectivement, il ne faut pas se limiter à 94 communes et que l'idée est même d'aller à l'échelle et puis d'aborder le problème au niveau national. J'ai bien expliqué tout à l'heure pourquoi on s'était intéressé aux 94 communes. D'abord parce que c'est des communes qui sont gérées par des dames et que celles-ci sont beaucoup plus sensibles à la question sociale et particulièrement sur la vaccination des enfants. Donc là maintenant, il est extrêmement important de mener ce programme à bon port parce que l'idée est de faire en sorte que cette expérience fasse école et qu'on ait la possibilité d'évaluer et puis de tirer des leçons afin de pouvoir démontrer à tous que le principe de financement au niveau des communes est faisable, ça peut apporter un impact réel au niveau des populations s'il est bien mené. Donc ça c'est et faire en sorte qu'il y ait une sorte d'émulation au niveau national pour que toutes les communes, les 1500 et plus, puissent adhérer à ce projet. Donc là, c'est une initiative qui se fait au niveau des communes, mais avec un partenariat très étroit avec le ministère de la décentralisation, le ministère de l'économie et des finances. Mais il y a aussi une autre approche qui est parallèle à cela, qui peut se mener aussi en même temps, qui s'oriente vers une réglementation législative pérenne à partir du moment où on peut montrer qu'il est possible de renforcer le financement au niveau local. Donc, il sera l'idée d'élaborer une loi sur le financement de la vaccination pourra faire son chemin. Donc, c'est quelque chose aussi qui peut être, on peut commencer déjà à réfléchir sur la question. Je note ici qu'il existe déjà une loi sur le financement, mais cette loi n'a pas été promulguée par le chef de l'État et les différents chefs de l'État qui se sont succédés jusqu'ici. Donc, l'idée maintenant est de pouvoir démontrer que c'est quelque chose de très important et l'origine des financements qui pourrait étayer cette idée et renforcer le fait que c'est quelque chose de faisable, ça pourra être maintenant utilisé pour que l'on puisse effectivement faire promulguer cette loi par le chef de l'État. Donc, voilà. Merci, Audrey. Merci beaucoup, Dr. Willy. Tu as quelque chose à ajouter? Effectivement, Madagascar vient de sortir d'une élection au niveau des collectivités territoriales décentralisées. Actuellement, après un court recensement fait par la plateforme Magina, le nombre des femmes élues maires a augmenté donc de 94 à 131 femmes élues maires. C'est un bon indicateur pour nous, la société civile, qui promeut le financement de la vaccination et de santé primaire, puisque déjà l'effet des interventions qu'on a fait en termes de
mobilisation d'opinion, de responsabilisation sociale, de leadership en pris compte. Donc, dans ce sens, Chine, pour plus d'appropriation au niveau national, va encore revoir cette association des femmes mères qui a augmenté en nombre et revoir déjà les évaluations par rapport aux engagements qui ont été faits l'année dernière, mais aussi d'apporter des communications très impactantes à travers des ateliers de plaidoyer que Chine a fait au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du gouvernement, à travers le témoignage de ces femmes mères sur les effets positifs de la vaccination, sur les potentialités des collectivités à soutenir l'initiative de renforcer le financement sur la vaccination avec des exemples très concrets puisque l'année dernière, elles ont déjà fait la preuve des décisions à travers les réunions des conseils communaux et l'élaboration des budgets primitifs. Donc nous, la plateforme Machina, on est très positif dans le sens que à travers ces engagements des femmes et des actions menées par ces femmes mères vont aller à l'échelle de plus élevée. Merci. One Shot, Long Life. Merci Willy, merci au docteur Eddy pour cet échange, ce temps d'échange enrichissant. À travers vos interventions, nous avons pu avoir une petite capture d'écran de l'état du financement de la vaccination à Madagascar. Mais le plus important, c'est qu'on a pu découvrir que malgré ce contexte budgétaire difficile, la société civile malgache, plus précisément la plateforme INA, innove dans les initiatives de mobilisation domestique de ressources pour assurer le financement durable de la vaccination. Merci énormément. Et vous, nos chers auditeurs, que pensez-vous de cette initiative? Votre commune pourrait-elle adapter un modèle similaire? Partagez vos réactions sur nos réseaux sociaux. C'était One Shot Long Life. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci.